Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne d'info. Ce soir, une petite interview un peu spéciale. Il s'agit d'un sujet en rapport avec les élections gouvernementales qui vont y avoir lieu au mois d'août. Car, vous le savez, le prochain candidat sera élu début août et prendra ses fonctions au gouvernement le 11 août. Sans plus attendre, je Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Penn. Merci de vous accueillir dans vos très jolis locaux. Mais merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Ah, ben c'est normal. Allez, je vous en prie, asseyez-vous. Prenez place. Comment vous vous sentez à l'approche des élections? Stressé, mais serein aussi parce que j'essaye de travailler ce programme et ces élections depuis de nombreuses années. Et j'ai soutien différents collaborateurs du Parti démocrate. Donc vous faites partie du Parti démocrate. Tout à fait. D'accord. Comment avez-vous organisé votre programme? Sur quoi vous vous êtes basé? Est-ce que vous êtes basé plutôt sur des faits, sur les anciens gouvernements? Il y a un peu de différentes choses. J'ai fait de longues discussions avec d'autres confrères et on est tous beaucoup sur le même avis, sur l'économie d'un État, aussi sur tout ce qui est environnemental et tout ce qui touche à la sécurité et aux services de l'ordre, donc nos services publics. Donc après mûre réflexion, des discussions avec des chercheurs et des systèmes de recherche, nous avons pu établir différents objectifs atteignables. Essayons de voir pour faire tout cela avec une partie de mes collaborateurs qui sont aussi du Parti démocrate de d'autres États. Aujourd'hui, quelle est votre vision de l'organisation gouvernementale? La vision, c'est déjà une révision, parce qu'il y a des choses qui ont été faites par les anciens gouverneurs et gouverneurs, car avant M. Dufresne, on avait une gouverneure, et qui ont été très bien faites, et d'autres où je pense que ceci peut être amélioré et revu. Donc après, c'est des réflexions et du travail que je vais faire avec mon équipe assez rapidement si je suis élu par notre cher membre de notre État, chers citoyens et chères citoyennes de cet État. D'accord, donc vous pensez aujourd'hui que l'ensemble de ce qui a été fait au gouvernement actuel et au gouvernement précédent ne répondent pas à ce que vous voulez faire si vous êtes élu? Pas obligatoirement, il y a des choses qui ont été bien faites, que je ne toucherai guère, et d'autres, pourquoi pas essayer de les améliorer et de les perfectionner. Je ne dirai jamais qu'ils ont mal fait leur travail. Si une personne a été élue par les citoyens et citoyennes, c'est que les citoyens et citoyennes avaient mis leur confiance en eux. On va parler un petit peu d'économie, Oui. puisque je pense que le point, en tout cas très important, et ce que regardent les électeurs en premier, c'est surtout ce qui touche à l'économie et les dépenses publiques. Alors, comment vous géreriez-vous les dépenses publiques et la fiscalité? D'accord. Alors, déjà, à savoir, un gouverneur au deux jours d'aujourd'hui gagne un salaire conséquent. Je ne me cacherai guère en disant que je ne suis pas là pour l'argent. Donc c'est pour ça que déjà la première action que je ferai, ce serait de réduire le salaire de gouverneur de 45%. Donc il veut dire que je préfère réduire le salaire de gouverneur pour pouvoir que cet argent qui ne soit pas donné au gouverneur soit réinvesti dans des actions, bien entendu solidaires, comme j'ai envie de faire, et aussi bien sûr de faire une révision des impôts. Donc il y a plusieurs impôts en ville, des impôts sur l'essence, des impôts sur les douanes, des impôts sur les frontières, des impôts sur les transactions, des impôts sur les entreprises. Il y a plusieurs impôts qui sont nommés et qui ont lieu. Et bien entendu, il y a un impôt que j'aimerais voir, et ceci, ce sera seulement avec le vote du peuple, ce sera plus un impôt sur la propriété. Car au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se cacher, certains propriétaires possèdent 3, 4, voire 5 propriétés. Et certaines personnes ont du mal à trouver des propriétés à des coûts raisonnables.
Donc, ce serait le but de mettre un impôt sur les propriétés. Donc, plus on possède de propriétés, plus on a un impôt. Et ceci, c'est pour permettre à essayer de la construction de logements sociaux, de l'ouverture de nouveaux logements à moindre coût pour essayer d'ouvrir de nouveaux logements aux nouveaux citoyens de cette ville, de cet État. Est-ce que vous pensez que les taxes influent sur le comportement des citoyens? Tout à fait. C'est un citoyen qui travaille d'arrache-pied et que derrière, il est taxé énormément, va vouloir travailler plus et va se cacher plus la santé, donc peut démoraliser, donc un risque de burn-out, et donc qui fait une perte aux entreprises. Et on ne va pas se mentir, les citoyens et les entreprises de notre État sont la chaîne vivante de l'économie de notre ville. Donc si on crée un burn-out, une insatisfaction auprès de ces citoyens-là, on a une perte dans notre État, donc qui nous permet de moins gérer les finances et de perdre de l'argent pour pouvoir protéger ces citoyens. Est-ce que vous pensez que les citoyens devraient avoir accès aux infos des dépenses publiques? Alors, pas toutes. Il y a certaines dépenses qui doivent rester secrètes, car tout dépend du type de dépenses, et d'autres dépenses qui sont aux yeux de tous pour montrer que le gouvernement pense aussi aux citoyens, peut être annoncé, je pense. S'il y a une rénovation des routes, pourquoi ne pas faire comme d'autres pays où on voit très bien, mettre un panneau avec tant d'argent dépensé pour la rénovation de cette route, ou s'il y a une construction d'un nouvel hôpital, d'un logement social ou autre, sur une annonce, le logement social est en cours de construction, c'est un projet de tant d'argent, et le but est de montrer aux gens que une certaine somme de leur argent parte pour eux, et non pas dans la poche du gouvernement. Si vous êtes élu, quel serait le premier problème à gérer pour vous? Il y a différents problèmes à gérer actuellement. La sécurité, tout d'abord. Nos services de police sont très compétents, je ne dirais pas le contraire. Et sur certaines choses, en tant que citoyen, j'ai pu le constater, en tant que père aussi, j'ai pu constater, qui sont à revoir. La sécurité de nos écoles, la sécurité de nos routes, car beaucoup de gens vivent dans des quartiers ou des centres, des pavillons, des zones de vie, où il y a des enfants, que les enfants, on est tous été enfants, aiment bien jouer ou dans la rue avec leurs copains, leurs copines. Le problème, c'est que certaines personnes ne font pas attention à ces personnes-là. Donc la sécurité pour moi est essentielle, et aussi notre environnement. Car l'environnement, au jour d'aujourd'hui, est un détail peut-être anodin pour certaines personnes, mais nous voyons dans l'avenir, sur nos futures générations, dans 10, 15, 50, 100, 200 ans, nos futures générations vont subir des conséquences peut-être plus graves que nous, ce qu'on subit aujourd'hui par rapport aux anciennes générations. Donc essayons de faire un geste dès aujourd'hui pour protéger ces générations et éviter que de graves dégâts arrivent, climatiques ou même sismiques, parce que toutes nos actions d'aujourd'hui peuvent influer sur l'état de notre terre de demain. Vous êtes en train de dire que du coup, on a un gros enjeu climatique, environnemental et écologique aussi en même temps à traiter. Tout à fait. Quand vous regardez la fonte des glaciers, que vous regardez la pollution dans nos villes, que vous regardez que certains enfants atteignent plus rapidement des cancers des poumons à des âges plus tôt, les plus jeunes, c'est quand même impressionnant. Le but est d'essayer de les protéger dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que l'accès aux services publics manque sur le territoire et qu'il faut les renforcer? Les services publics font un recrutement remarquable au jour d'aujourd'hui. Nous avons différents services. Nous avons la LSPD, la LSSD, la SHP qui existe toujours, mais on les voit de moins en moins, qui protègent nos autoroutes. Nous avons les State Guards qui protègent notre île, donc notre État. Nous avons aussi les State Parks qui protègent tous les zones environnementales. On a beaucoup de services compétents, bien sûr, pour la protection de nos citoyens. Et bien sûr, nous avons aussi un service très compétent qui est le LSFD, qui est là pour sauver la vie des citoyens. Donc ils sont très compétents dans le recrutement. Je leur fais entièrement confiance sur comment ils recrutent et comment ils gèrent nos effectifs au jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples de nouvelles formes de services et vous allez me dire si vous pensez qu'il s'agit plutôt d'une bonne ou d'une mauvaise chose. Par exemple, la réinsertion des détenus dans le monde du travail, les maisons de services publics, le développement des services itinérants comme le métro et le bus, ou des agents publics polyvalents. La réinsertion de nos détenus est primordiale.
Parce que une erreur dans une vie, on en a tous fait. Des petites, des grosses erreurs, on le paye. Et je pense que la prison est déjà un élément clé qui permet de faire comprendre à ces personnes qu'ils ont fait une mauvaise action. Et beaucoup de personnes dans cette action veulent se réinvestir dans la communauté et montrer qu'ils ont fait une erreur et qu'ils ne recommenceront pas. Donc les aider est fortement important dans tout cela. Donc oui, c'est important pour moi de la réinsertion des détenus au jour d'aujourd'hui et bien entendu faire l'ouverture de nouveaux services publics et de travail public. Actuellement, nous n'en avons que 3. C'est important. Donc pourquoi pas l'ouverture de nouveaux sociétés accessibles à tous. Peut-être les entretiens des routes, les entretiens de tout ce qui est installation. Il y a plusieurs métiers qui peuvent être ouverts à tout public, je pense. Quels sont les services que vous voudriez voir évoluer? Il y a différents services qui peuvent évoluer, mais ça s'en discute avec les patrons, avec les chefs de service. Une décision ne se prend pas seule, et ça s'en discute avec eux. Donc c'est pour ça que dès que j'ai commencé à faire ma candidature, je suis à la rencontre de différentes personnes, des différents services pour essayer de comprendre leurs besoins, leurs nécessités, et essayer de tout noter ça dans un coin de ma tête et sur mes documents pour pouvoir travailler dessus si je suis élu avec eux et qu'on essaye de faire évoluer cet état du mieux possible. Qu'est-ce que vous pensez du service des loisirs actuellement? Faible, très très faible actuellement. Il y a très peu de loisirs à part notre plage bien connue, le sport. Et après les différentes animations proposées par les sociétés, nous n'avons pas d'animation complémentaire. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir et trouver un citoyen apte à créer une société d'événements. Donc cette société-là sera vraiment à créer des événements de tout type. Elle pourra être ouverte 7 jours sur 7 pour organiser des événements, même très légers, des sorties en bateau, des sorties en jet ski, des sorties en parachute. Il y a plusieurs choses qui peuvent être organisées. Bon, après, nous avons quand même la chasse qui est disponible. On a aussi les loisirs comme la pêche. Vous avez aussi Tout à fait. toutes nos, nos, nos espaces de randonnée sur le mont Chiliad, etc. pour pouvoir faire des excursions, même ne serait-ce que des balades en vélo. On a aussi le circuit automobile qui se trouve près Tout des à fait. docks C'est dans le après sud. à savoir, c'est que tout ce qui est Manchiliade et autres, on a quand même dans notre état 3 voire 4 parcs naturels protégés. Donc le but est aussi d'ouvrir des choses en dehors de ces parcs. Notre île est quand même assez grande pour accueillir pas mal d'activités et pour occuper nos 3 millions, nos plus de 3 millions d'habitants. Très bien. Est-ce que vous connaissez le droit à l'erreur? Et qu'en pensez-vous? Comme je vous ai dit, tout le monde a droit à une erreur. Tout le monde a droit à une erreur dans sa vie, mais quand il s'en rend compte, c'est souvent trop tard. Le but est de l'aider à faire comprendre de cette erreur et à ne plus la reproduire. Pour cela, il y a différents moyens. Il y a la communication, il y a l'aide, il y a plusieurs moyens qui peuvent permettre à tout cela de ne plus reproduire cette erreur. Et oui, tout le monde a le droit à l'erreur, car l'erreur est humaine et nul ne pourra dire qu'il n'a jamais commis d'erreur. Même vous. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus dans la politique? L'approche, la discussion. Il y a beaucoup de discussions qui doivent être faites entre les membres du parti politique et les citoyens. Car beaucoup pensent savoir et connaître nos citoyens, mais chaque citoyen est différent et chaque citoyen a des pensées différentes. Le but est de les écouter et d'essayer d'en tirer le mieux possible pour créer des idées qui plaisent au plus grand nombre. Donc, d'après ce que vous m'avez dit, vous n'avez pas encore établi concrètement votre campagne électorale, les rencontres avec les citoyens, les entreprises et les services publics, par exemple. Si, j'ai commencé, tout à fait. J'ai commencé avec différents citoyens, différents services publics, à établir tout ça. J'ai déjà commencé depuis un bon mois à les contacter, à aller les rencontrer, à aller en discuter avec eux.
Est-ce que vous avez comme projet de lancer des meetings, d'aller dans le nord, d'aller dans des coins de la ville de Los Santos pour aller supporter votre programme et défendre vos idées et puis les partager vraiment avec un public qui vous soutient? Tout à fait, c'est prévu d'organiser un premier meeting dans notre état de Los Santos, dans notre ville de Los Santos, et un deuxième meeting du côté de San Luis Baletobo. Ça, c'est sûr et certain qu'il y aura différents meetings d'organiser. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la participation des citoyens aux élections, à la vie politique? Là-dessus, alors, tout citoyen a des droits et des devoirs, et le droit de vote est important. Donc, si un citoyen désire voter, il le peut. S'il ne désire pas voter, tel est son choix. Mais la vie et la participation à la vie de notre État est importante. Que vous votiez pour tout type de personnes, tout type de campagne, c'est votre choix. Et ça, à savoir, personne et nul autre peut ne vous le décider. C'est vous qui êtes libre de vos choix. Si vous décidez d'y participer, participez-y. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Contactez les partis politiques, discutez avec eux, comprenez leurs idées. Et derrière, si vous désirez rester comme vous êtes aujourd'hui et ne pas voter, tel est votre choix. Je ne influencerai personne qui me dit je ne désire pas voter et pour la politique est mauvaise. Mais je lui dirai telle est ton opinion, je ne te jugerai pas, mais sache que si tu as des questions, je serai là pour y répondre. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Tout à fait. Euh, Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime? On ne va pas se mentir, il y a toujours du racisme envers les minorités qui existe toujours aujourd'hui, que ce soit de tout type et de toutes sortes de personnes. Il y a aussi des discriminations auprès de nos citoyens handicapés. Il y a beaucoup de discriminations qui sont liées à différentes choses, sachant que la discrimination est punissable par la loi. Et discriminer quelqu'un, ce n'est pas un acte génial, ni un acte honorable. Plutôt tendre la main vers la personne et l'aider à s'améliorer est un acte citoyen, est un acte parfait même, je dirais. Car tout citoyen peut aider son prochain et peut s'investir pour protéger les autres citoyens. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre et construire une société plus solidaire et plus tolérante? Ça, c'est plus compliqué. Chaque citoyen a sa pensée libre. On peut les aider à changer. Cela est très compliqué, mais ce n'est pas en changeant un citoyen qu'on va changer tous les citoyens. Même en travaillant d'arrache-pied et en faisant tout mon possible, j'essaierai de changer certaines personnes. Mais nous arriverons toujours, au jour d'aujourd'hui et dans le futur, à avoir des personnes avec des idéaux fermés et très clairement, excusez-moi du terme, racistes, et qui n'est pas avoir lieu dans un état tel que le nôtre et libre que le nôtre. C'est pour ça qu'il faut traiter le problème à la base même, c'est-à-dire euh, traiter le problème déjà en l'instruisant, voilà, dans l'éducation. Dans les Là, écoles, c'est j'ai pu constater, même moi en tant que père, que un des camarades de mon fils est de type afro-américaine. Et en fait, certains parents éduquent à leurs enfants que ces personnes n'ont rien à faire dans notre pays ou autre. Cela n'a pas à avoir le cas, n'a pas à avoir lieu. On est tous des êtres vivants, des êtres humains. On est tous issus, excusez-moi du terme, de la même espèce, parce que de base, je tiens à rappeler que l'homme est issu du singe, même d'une certaine race de singe, par rapport aux recherches actuelles. Donc, pourquoi dire que chaque humain est différent alors que chaque humain a les mêmes pensées, a le droit de penser, a le droit d'imaginer, a le droit de rêver, le droit d'aimer, des émotions et un cœur qui bat, des poumons qui respirent, un cerveau, des jambes, des bras. Tout le monde est pareil, même avec leurs difficultés
ou leur maladie, tout citoyen a le droit d'être comme tout le monde et vivre comme tout le monde. On va parler un peu d'immigration. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous proposerez afin de répondre au déficit de l'immigration aujourd'hui? Alors l'immigration c'est compliqué. C'est un terme, je ne dirais pas que je suis pour ni contre. L'immigration à jour actuel, pour une personne qui veut venir dans notre pays, il lui faut un visa. Donc ceci est très bien. C'est un visa qui se demande via des papiers et des démarches administratives. Oui, on peut peut-être ouvrir plus d'agences et plus d'agents pour aider ces personnes-là à essayer d'avoir leur visa, mais nous ne pouvons pas non plus faire des choses plus ouvertes. Je ne vais pas dire qu'on va ouvrir nos frontières à 100%, je ne vais pas dire qu'on ne va les fermer, mais telle est la chose aujourd'hui. Un visa est important pour moi et toute personne qui veut demander sa citoyenneté, pour moi, doit faire sa demande et peut la mériter si cette personne réussit sa demande et peut la mériter. Donc sur la question de l'environnement, quelle place vous attribuerez au déficit écologique? Une place importante. Comme expliqué dans mon programme, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de citoyens roulent à l'essence et au diesel. Donc, qui est de l'énergie fossile, nous ne la cachons pas, nous épuisons les ressources actuellement. Nous avons quand même des réserves, mais nous épuisons des ressources de plus en plus. Parce que nous sommes de plus en plus de citoyens sur notre très chère terre, même beaucoup plus en plus de monde. Et en fait, la déforestation, tous ces actes actuels détruisent notre planète et n'empêchent en fait l'évolution. Bon, c'est pour ça que je tente d'essayer de faire que notre État devienne un des États les plus verts, en ouvrant bien entendu des bornes de recharge électrique et aussi l'aide à l'accession de véhicules électriques. Même si une entreprise me fait un dossier en me précisant qu'il veut passer son entreprise au 100% vert, je serai là pour l'aider, pour le conseiller, pour faire les recherches avec lui. Le but est d'accompagner la personne et actuellement, beaucoup de déchets ne sont pas triés. Nous avons des déchets, mais on met tout dans les mêmes sacs poubelles. Le plastique peut être réutilisé, le carton peut être réutilisé, l'aluminium peut être réutilisé. Nous avons plusieurs matières qu'on sait produire humainement et électroniquement et avec des machines qu'on peut refaire. Pourquoi détruire plus pour produire plus alors qu'on peut réutiliser de l'ancien? Ça, c'est la question que je pose à tous citoyens. Préfériez-vous avoir un stylo avec une bouteille que vous avez consommée il y a une semaine, ou est-ce que vous préférez un stylo tout neuf qui a détruit plusieurs arbres, donc des respirations de vos futurs candidats et de vos futurs enfants ou petits-enfants, ou arrière-petits-enfants? Bon, on va pas non plus faire toute la descendance. Mais Voilà, mais c'est un on a... exemple. Oui, mais on a compris tout à fait là où vous voulez en venir. Étant donné votre statut de PDG, vous êtes PDG actuellement de Postop. Avez-vous déjà votre successeur à Postop? Parce que vous savez que vous ne pourrez pas garder votre entreprise si vous êtes élu. En tout cas, donc vous deviez être remplacé par un successeur. Tout à fait. Vous n'allez C'est pas pour faire, ça. vous n'allez pas faire à la Monsieur Dufresne. Non, en aucun cas. J'ai à savoir, c'est que j'ai actuellement un second qui est très compétent et très professionnel, en qui j'ai toute ma confiance. Donc c'est pour ça que je lâcherai Postop le temps de mon mandat. Donc ce sera lui qui dirigera Postop et si il est d'accord, donc ce sera un accord signé avec lui auprès d'autorités compétentes, auprès d'avocats et de notaires et tout ça, comme quoi s'il est d'accord que si je lui lègue la société, s'il m'accepte de revenir après mon mandat, si je ne me représente pas. Ce sera un accord signé avec lui, signé par le gouvernement, signé par plusieurs personnes pour prouver ma loyauté et mon sérieux par rapport à cette loi actuelle. D'accord. On a pu voir là en fin d'après-midi, même en début de soirée, qu'il commençait à s'installer une petite rivalité sur les réseaux sociaux avec votre premier concurrent, Monsieur Winter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Je je n'épiloguerai pas là-dessus, sachant que les réseaux sociaux sont libres, accessibles à tous, mais ne sont pas un terrain de guerre politique. Si une personne veut dire quelque chose en face à l'autre, qu'elle vienne et qu'elle le dise en face de la personne, et non pas sur les réseaux. Mais je pense qu'il sera difficile pour vous euh, de pouvoir vous parler en face à face, si ce n'est que lors d'un débat avant les élections gouvernementales, par exemple. Tout à fait, mais je ne m'amuserai pas à jouer au jeu d'aller titiller l'autre et le malmener ou mal parler sur lui, sachant que je peux tout faire sans faire agir de la sorte. Car une victoire gouvernementale et une élection se gagne par la parole, se gagne par les idées et se gagne surtout par la volonté. Et de la volonté, j'imagine que vous en avez à revendre. Tout à fait. Entre nous, est-ce que entre vous et votre femme, lequel des deux est le plus stressé? Ma femme. Ma femme, elle est très stressée parce que elle a peur pour la vie de son mari, hein, et pour la vie de ses enfants. Parce que j'étais, il y a pendant des années, policier. J'ai fait un choix d'arrêter ce métier pour la vie de mes enfants et que je me lance en politique. Elle sait que des ennemis sont présents. Elle sait que dans l'histoire de notre pays, il y a eu beaucoup d'ennuis et beaucoup de meurtres sur des anciens présidents ou des anciens gouverneurs ou des tentatives. Donc elle a peur pour ça, mais elle me soutient à 100% dans la démarche et dans mon projet. Faudrait juste lui dire que si vous êtes élu, qu'elle refasse la garde-robe et qu'elle prévoit du maquillage d'avance. Hein. Tout à fait, je vous rassure sur là-dessus. Madame, c'est être toujours belle et toujours représentable. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur votre chaîne d'information. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt.